L'objectif effectivement de ce papier, c'est de proposer une nouvelle évaluation du développement humain pour Mayotte. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans un programme qui avait été commandé par l'AFD à l'époque. Donc on avait travaillé sur des données de 2010. Et puis l'occasion du colloque a fait que j'ai réactualisé un peu ces données pour avoir une idée un peu plus précise en 2014, puisque j'ai pas pu avoir des données plus récentes que 2014, mais je pense que c'est quand même déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'insisterai sur le fait qu'il serait très prétentieux aujourd'hui de conclure sur un éventuel impact de la départementalisation sur le niveau de développement humain de Mayotte. C'est beaucoup trop tôt. On l'a vu dans le cadre du colloque qu'on a fait sur les 70 ans de départementalisation de la Réunion. On reste encore un petit peu sur notre fin. Donc sur Mayotte, il est un peu trop tôt. Par contre, on peut faire quand même un état des lieux de cet état de développement pour Mayotte. Alors, je passe très vite sur quelques faits stylisés. C'est un peu l'habitude qu'on a en économie de partir sur quelques grands faits que l'on retrouve dans la littérature pour justifier ensuite la problématique qu'on va soulever. Tous ces faits ont déjà été énoncés depuis ce matin. Territoire français le plus pauvre, effectivement. Donc on a parlé d'un PIB par habitant 3 à 4 fois inférieur à celui de la métropole, 2 fois inférieur à celui de la Réunion. Quand tu disais que Mayotte se porte bien par rapport aux autres communes de la zone, je ne suis pas forcément entièrement d'accord. On verra notamment sur la détermination de l'indice de pauvreté, même des territoires comme les Maldives font mieux. Il y a seuls les Comores et Madagascar présentent une pire situation en termes de pauvreté multidimensionnelle que Mayotte. Bon, défaut notable en termes d'accès à l'eau potable, 25%, mais c'est des chiffres de 2011, donc c'est peut-être pour ça que l'INSEE, avec des chiffres réactualisés, trouve effectivement 30%. En matière d'éducation, il y a effectivement, le constat est assez alarmant, puisque 73% d'illettrisme chez les jeunes, 3/4 des Mahorais de plus de 15 ans sont sans diplôme. Et puis, quand on va construire l'indice tout à l'heure, on verra que les indicateurs qui sont retenus pour l'éducation sont aussi préoccupants. L'exclusion du marché du travail est bien réelle, nos amis vont le confirmer, je pense, juste après. Effectivement, je pense que l'indicateur le mieux adapté n'est pas le taux de chômage, parce qu'effectivement, si on reste sur le taux de chômage, on voit que Mayotte, finalement, ne se porte pas si mal par rapport aux autres RUP, mais lorsqu'on prend effectivement ce problème d'halo autour du chômage, le taux explose, et ce qu'il faudrait regarder ici, en fait, c'est surtout le taux d'emploi, qui est peut-être plus significatif dans le cas de Mayotte. L'absence d'un dynamisme endogène de développement économique, là aussi, je n'insiste pas, tu l'as déjà dit. Effectivement, donc la croissance est essentiellement tirée par les transferts publics et l'action publique, et il manque localement, effectivement, un secteur privé relativement dynamique. Et puis, là je fais référence au professeur Oraison, mais on va y revenir un peu plus tard après. Le problème de l'immigration clandestine, effectivement, c'est peut-être le problème numéro 1 actuellement à Mayotte. Donc c'est 1/3 de la population totale, mais je crois qu'on n'arrive pas encore bien à chiffrer, à bien évaluer le chiffre exact, donc je dirais plutôt entre 33, 35, 36% de la population locale dans cette situation. J'ai une mauvaise habitude. Donc du coup, il était légitime de se poser la question du niveau de développement humain atteint par Mayotte. Donc là aussi, une autre habitude chez les économistes, avant de se lancer effectivement dans les différents calculs, on essaye de s'appuyer un peu sur la littérature théorique existante. Et donc là, moi, je m'appuie tout simplement sur le concept de développement humain, récemment développé, parce que c'est pas si vieux que ça, 1990, par le PNUD. Et vous voyez que c'est assez long, donc je ne vais pas tout lire. J'ai mis en gras effectivement l'essentiel. Quand on parle de développement humain, on vérifie que 3 conditions essentielles sont validées. Vivre longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir et avoir accès aux ressources nécessaires pour jouir d'un niveau de vie convenable, même si d'autres notions doivent aussi être prises en compte, ce qu'on ne fera pas parce que ça devient beaucoup trop compliqué lorsqu'on veut rester assez simple dans les explications. Donc tous les concepts de liberté politique, économique, sociale, productivité, les droits humains fondamentaux doivent être normalement incorporés lorsqu'on parle de développement humain. Donc pour mesurer le développement humain, en fait, deux grandes approches existent. Soit on adopte la vision par la méthode par les privations, donc avec l'indicateur de pauvreté humaine multidimensionnel, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc là, on va se focaliser sur les déficits et les manques dans les composantes élémentaires du développement humain. Et sur ce sujet, une étude a déjà été réalisée, d'ailleurs M. Hermé est là,
Donc une application à Mayotte à l'aube de la départementalisation, donc c'était début 2010, un chiffre 2010-2011, où effectivement Mayotte enregistre le record national en matière de pauvreté. Et dans la zone océan Indien, c'est pas fameux non plus, puisque effectivement seuls Madagascar et les Comores connaissent pire situation que Mayotte. Même les Maldives performent mieux. Alors, l'autre angle d'attaque, cette fois-ci, on raisonne sur les performances réalisées, donc l'approche par la performance avec cette fois-ci l'indicateur de développement humain. C'est dans cette approche que je vais m'ancrer. Donc là, il s'agit cette fois-ci de mesurer les avancées du développement humain dans les domaines de la longévité, de l'éducation et des conditions de vie décentes. C'était la définition du PNUD de tout à l'heure. Alors là aussi, plusieurs études ont déjà été réalisées. Monsieur Hermé est toujours là, décidément, il y a beaucoup travaillé sur la question. Donc plusieurs applications sur Mayotte. Là aussi, c'est des études fin des années 2000, début des années 2010. Donc, qui montrent que finalement les conclusions rejoignent un peu celles issues de l'indicateur de pauvreté. Donc c'est le territoire le moins développé de France et d'Europe. Et l'écart en fait persistant en fait, résulte principalement expliqué par la dimension économique. Alors notre choix, c'est ce que j'ai dit, donc effectivement je m'inscris pleinement dans cette démarche de la performance, en m'appuyant d'abord sur quelques limites méthodologiques, effectivement associées aux deux méthodes précédentes. Donc je critique un peu le papier, mais je suis désolé François, mais c'est un peu l'objectif de la science. Donc la version de l'IDH, effectivement développée par Goujon et Hermé, présente, alors se basait quand même sur une première version développée par le PNUD, avec des variables qui finalement n'étaient pas si bien adaptées que ça à la réalité, notamment dans les domaines de l'éducation et du niveau de vie, et surtout la moyenne d'agrégation, malheureusement, ne permettait pas de dépasser ce problème de substituabilité parfaite entre dimensions, ce qui en fait permettait à un pays de compenser une mauvaise performance par une très bonne dans une autre dimension, alors qu'on sait bien que quand on parle de développement humain, toutes les dimensions sont importantes et on ne peut pas sacrifier l'une pour une autre. Le travail de Sudry va un petit peu compenser ces faiblesses méthodologiques, où il va s'appuyer sur la réforme 2010 du PNUD. Donc il va corriger effectivement, il va utiliser d'autres variables plus robustes pour mesurer l'éducation et le niveau de vie, mais au prix d'hypothèses et de procédures d'estimation un peu douteuses. Et puis c'est un indicateur qui est tellement exigeant en termes de données que finalement, Sudry n'a pas réussi à calculer un IDH nouvelle version pour Mayotte en 2010. Voilà, donc les données n'existaient pas, et il s'est focalisé sur les autres DOM, et en excluant Mayotte, parce qu'il n'y avait pas de données. Donc alors là, je suis désolé, mais je vois que même les ordinateurs de juristes ne sont pas compatibles avec les équations. Donc j'ai essayé de mettre une équation, mais je pense qu'on va passer très rapidement, parce que là, on ne comprend pas grand-chose. Donc le principe, en fait, ici, dans cette approche, c'est de combiner les avantages des deux approches précédentes. Donc en dépassant les limites, donc l'approche du Sudry qui est méthodologiquement plus aboutie, notamment sur la moyenne d'agrégation, il retient une moyenne d'agrégation géométrique, donc on retient ce cadre méthodologique, mais on va retenir les variables d'approximation de l'approche précédente, parce que ces variables peuvent être reconstruites pour Mayotte, et non pas les variables présentées par Sudry. Donc, globalement, voilà à quoi ressemble l'indice que moi j'appelle hybride, donc la décomposition, donc c'est le mélange en fait des deux approches. Donc trois dimensions, santé, longévité, approchée par l'espérance de vie et la naissance. L'instruction, qui est approchée par le taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation. Et le niveau de vie décent, qui sera approché par le PIB par habitant en dollars PPA. Et bien évidemment, comme il faut toujours normaliser pour construire un indice synthétique, on s'appuie sur la transformation min-max standard pour justement pouvoir ensuite regrouper ces trois dimensions en un seul indicateur, et on va mobiliser la moyenne géométrique justement pour éviter ce problème de substituabilité parfaite entre dimensions pour déterminer notre IDH hybride. Alors comment calcule-t-on la longévité? Bon là, pas de difficulté particulière. Donc c'est l'espérance de vie à la naissance, je passe sur la définition que tout le monde connaît. Sources de données, très clairement, elles sont disponibles, donc là, on n'a pas besoin de reconstruire, il suffit simplement d'aller piocher ça dans les bases de l'INSEE. Et qu'est-ce qu'on trouve sur cette dimension pour Mayotte? Le retard, effectivement, est encore relativement important,
Oui, donc j'ai déterminé pour les 3 années, hein, donc 2005, 2010, 2014, pour voir un peu la progression. Donc 6 ans de retard par rapport à la métropole sur l'année 2014, 3 à 4 ans de retard par rapport aux autres DOM, même si, effectivement, on peut quand même constater un recul significatif au fil du temps, puisque depuis 2005, Mayotte a gagné à peu près 2 ans d'espérance de vie par rapport à la métropole. Donc très clairement, juste pour ne pas y revenir là-dessus, c'est probablement sur cette dimension-là que Mayotte a réalisé le plus de progrès, donc sur les 10 dernières années. Donc il y a vraiment une convergence réelle dans le domaine de la santé. Sur l'éducation, on verra que les conclusions sont beaucoup plus mitigées. Là aussi, c'est plus compliqué pour reconstruire cette dimension. Donc la dimension d'éducation est obtenue via le taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation. Là aussi, on fait une moyenne géométrique pour obtenir l'indice de l'éducation. Les sources de données, donc les données brutes n'existent pas. Et il a donc fallu reconstruire ces données à partir donc, des bases de recensement de l'INSEE. Alors ça n'a pas été trop compliqué pour le taux brut de scolarisation puisqu'on a effectivement les données par tranche d'âge et qu'on peut diviser ensuite sur la population totale des 6-24 ans. Par contre, pour le taux d'alphabétisation des adultes, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu déjà trouver une mesure qui corresponde à la conception du PNUD, à la définition du PNUD de l'analphabétisme. Et puis le choix qu'on a opéré, il me semble quand même que c'est un choix qui finalement est assez robuste, c'est de prendre les personnes âgées de 15 ans et plus non scolarisées à l'année considérée, n'ayant jamais eu de scolarisation. Donc là, on peut considérer que c'est des personnes qui n'ont même pas le niveau primaire et qui sont effectivement dans une situation d'analphabétisme relativement prononcée. Donc les chiffres. Taux de brut de scolarisation, pareil, donc retard encore important, mais qui diminue rapidement. Et là, j'aurais tendance à dire que c'est normal, puisque le système de scolarisation massive est très récent à Mayotte, depuis seulement 1992. Et la généralisation de la scolarisation des enfants de 3 ans ne date que depuis le début des années 2010. Donc là, c'est simplement un effet retard dans la mise en place d'une scolarisation massive. Et c'est un effet qui devrait s'estomper au fil du temps. Et je pense que le vrai problème, en fait, dans cette dimension-là, c'est un problème d'équipement, d'infrastructure. Comment conjuguer, effectivement, tous ces jeunes qui vont arriver dans le système scolaire bientôt. Et force est de constater que, pour l'instant, les infrastructures ne sont pas forcément à la hauteur. Enfin, pas encore. En termes de taux d'alphabétisation des adultes, donc là, pareil, donc on constate un énorme retard par rapport à l'ensemble de la métropole, mais là, surtout des autres DOM. Mais j'aurais tendance à dire que là aussi, c'est un effet comme celui d'avant, qui s'explique par la mise en place tardive des campagnes d'alphabétisation en français comparativement aux autres DOM. Donc là, c'est juste un effet, je pense, un effet temps qui devrait s'estomper, notamment avec les transferts publics, les transferts sociaux, qui vont normalement servir effectivement à améliorer le secteur éducatif. Alors, sur le niveau de vie, c'est peut-être là, puis finalement, le travail rejoint un peu les conclusions précédentes. C'est vraiment la dimension qui pose le plus de problèmes. Là aussi, ça a été assez compliqué pour reconstruire les données puisqu'elles n'existent pas. Il faut le PIB par habitant, PIB réel par habitant en parité de pouvoir d'achat, mais ça n'existe pas dans les bases de données, donc il a fallu reconstruire. À partir des données notamment d'Eurostat, donc l'Eurostat propose le PIB en euros SPA, donc SPA standard pouvoir d'achat, c'est à peu près la même chose que la parité de pouvoir d'achat. Et puis surtout mobiliser les données de l'INSEE sur les écarts de prix existants entre DOM et métropole, ce qui nous permet ensuite de reconstituer effectivement des séries de PIB réels, donc des séries qui tiennent compte de ces écarts de prix entre métropole et les différents DOM. Donc les résultats, donc là, ici, donc c'est très clairement, et on le voit sur le graphique, très clairement la dimension la plus pénalisante, mais conformément aux autres DOM finalement. Mayotte n'est pas une exception. Finalement, elle reproduit les caractéristiques, en tout cas dans cette dimension des autres DOM. C'est un pays qui, malgré tout, peut être quand même classé dans la catégorie moyen supérieur en termes de revenus lorsqu'on repositionne ce territoire dans la classification de la Banque mondiale. Donc effectivement, en termes de richesse par habitant dans la zone, c'est un pays qui, on va dire, n'est pas si mal que ça, mais comparativement aux autres DOM et à la métropole, il y a quand même un retard très important. Oui, donc c'est ce que je disais. Donc, il y a quand même, on observe quand même, c'est ce que tu disais, un phénomène de convergence, mais
très lent. Voilà, j'ai mis lent, mais il aurait fallu mettre très lent, malgré ce différentiel de croissance très favorable, puisqu'effectivement, depuis pas mal de temps, déjà, le différentiel de croissance par rapport à la métropole est important. Malgré tout, on voit que, vous voyez que le PIB augmente, hein, sur les trois périodes considérées, mais l'écart, quand même, par rapport à la métropole reste extrêmement fort. Donc, au niveau de l'indicateur agrégé maintenant, donc une fois qu'on a réfléchi sur ces différentes dimensions, on va pouvoir reconstituer l'IDH hybride en agrégeant effectivement donc ces différentes dimensions en un seul indicateur. Alors là, pour Mayotte, vous voyez qu'il n'y a pas de données pour 2005 parce que voilà, parce qu'il manquait, alors je ne sais plus, je crois que c'était sur le taux d'alphabétisation. Oui, donc il manque effectivement la donnée sur le taux d'alphabétisation en 2005, donc on a été capable simplement de reconstituer pour 2010 et 2014, mais c'est déjà pas mal. Et effectivement, on montre qu'il y a une progression déjà en 4 ans, une progression qui est quand même assez intéressante. Et puis surtout, Mayotte, qui était considéré comme un pays à développement humain moyen au début des années 2010, vient tout juste de franchir le cap des 0,7, hein, cette barre des 0,7, qui permet effectivement à Mayotte maintenant d'intégrer on va dire le groupe des pays à développement humain élevé. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis moyen élevé, parce qu'on est vraiment juste à la limite, et je pense qu'il faut attendre encore probablement 5 ou 10 ans pour voir si ce phénomène se confirme. Donc très clairement, c'est la confirmation des enseignements des études précédentes. Donc c'est le territoire le moins développé de France et probablement d'Europe, même si des progrès sont quand même, il faut quand même le préciser, il y a des progrès sont quand même constatés. Alors, un indicateur doit bien évidemment servir en matière de politique économique, hein, sinon il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc, quelles sont les implications en matière de politique économique? Et là, j'insisterai sur effectivement la remarque du professeur Horizon tout à l'heure. L'ennemi public numéro 1, c'est l'immigration clandestine. Comment peut-on penser à un projet de développement sérieux pour Mayotte tant qu'on n'aura pas résolu ce problème d'immigration clandestine? Là, bien évidemment, 2 solutions. Soit on équipe les policiers de bâtons et on entoure l'île pour empêcher les Comoriens de rentrer. C'est bien évidemment inhumain, on ne peut pas envisager ça. La seule solution digne et humaine, c'est de penser au co-développement des Comores. Je suis entièrement d'accord avec vous, on ne peut pas réfléchir au développement de Mayotte si on ne pense pas à ce co-développement des Comores. C'est une condition indispensable, en tout cas. Et puis, bien sûr, on va dire une conclusion un peu plus triviale qui concerne l'ensemble des DOM. Une fois, effectivement, qu'on aura résolu, qu'on aura intégré cette hypothèse de co-développement, il faudra penser, effectivement, alors, pas à réfléchir, pas à repenser, comme dans le cas de la Réunion, un nouveau modèle de développement, mais ici, plutôt à penser à un modèle de développement qui passe bien évidemment par l'émergence d'un secteur privé dynamique, hein, et très probablement ouvert sur l'extérieur, parce que le marché mahorais est de toute façon très étroit et le restera. Il me paraît compliqué de penser à un développement industriel sur la simple population domestique. Il faudra penser effectivement à une industrie qui est capable de s'exporter. Bien évidemment, les transferts publics ici sont nécessaires, il faut continuer à militer pour que les transferts arrivent, mais ces transferts vont finalement aider au développement des domaines de santé et d'éducation principalement. Mais si on veut penser, si on est aussi dans la dimension convergence économique, je veux dire, il est indispensable effectivement de réfléchir à un modèle qui stimule le secteur privé. Alors après, n'étant pas un vrai spécialiste de la question, quel secteur faudrait-il encourager ou promouvoir? Là, je laisse effectivement les spécialistes de Mayotte de répondre à cette question à ma place, hein. Je ne me risquerai pas là-dessus. Merci beaucoup. Des questions, des remarques? Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très scientifique. Juste une remarque sur l'implication que vous mettez en évidence au niveau des recommandations de politique économique.
Je comprends bien l'idée numéro 1 que vous mettez en évidence, à savoir qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine. Maintenant, si on accepte l'idée selon laquelle la population clandestine se destine principalement au travail informel, et si on accepte l'autre idée selon laquelle que le travail informel a un poids non négligeable et significatif dans le calcul de PIB, alors peut-être que je serai un peu plus réservé que vous sur la conclusion numéro 1. Enfin, pas réservé, mais disons que je mettrai un petit bémol, même si je comprends bien sûr l'idée. C'était juste ça. Oui, non, vous avez entièrement raison, mais de toute façon, le développement du secteur informel dans les économies en développement, il n'y a pas que du négatif, hein. C'est aussi un secteur qui permet de faire le tampon, effectivement, entre ce secteur un peu traditionnel, isolé, déconnecté, et effectivement le secteur moderne. Donc ça permet aussi de développer des compétences, et ensuite d'intégrer ce secteur moderne. Donc je suis d'accord avec vous, mais bon, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas raisonner, effectivement. Voilà. Oui, merci. Oui, après avoir entendu les diagnostics différents établis par les économistes, oui, monsieur, du rattrapage par rapport à plusieurs choses. Premièrement, au niveau de l'éducation, parce que on ne peut pas construire un pays avec une éducation avec une telle performance. Je pense que bon, voilà, il faut un rattrapage à ce niveau-là. Par rapport à quoi? Par rapport à l'éducation, du rattrapage par rapport à la santé, parce que clairement établi que du point de vue sanitaire, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de retard à combler. Et je pense que c'est évident, je ne sais pas, peut-être dans un langage économique, dans un dialogue entre spécialistes, on pose les choses autrement, mais concrètement, moi en tant que fonctionnaire d'une administration, je pense que ce sont les mêmes priorités qui ont été dégagées finalement au terme de leur analyse, les magistrats de la Cour des comptes. Oui, lutter contre l'immigration clandestine, ça c'est évident. Et la démarche, peu importe co-développement, oui, mais il faut aussi, je pense que bon, activer d'autres leviers de manière à ce que justement les politiques publiques qui sont mises en œuvre tant du point de vue sanitaire à Mayotte, tant du point de vue éducatif à Mayotte, puissent supporter cette immigration clandestine. Voilà la remarque que j'ai voulu formuler. Merci beaucoup. Question pour Jean-François. Je vois que dans les recommandations de politique économique, tu parles de co-développement. Si on regarde un peu la littérature, notamment en économie, sur on va dire l'évaluation d'impact des politiques de co-développement qui ont été mises en place, notamment dans la Méditerranée, mais pas que. On voit que notamment les pays qui, on va dire, se développent davantage, donc qui deviennent des pays émergents à un moment donné, n'ont pas moins d'immigration, mais plus d'immigration, d'émigration plutôt, pas d'immigration. Donc du coup, la question que tu dis en disant qu'il faut faire plus de co-développement au niveau des Comores, hein, si je comprends bien, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait davantage de Comoriens qui vont émigrer, peut-être pas vers Mayotte dans les années qui viennent, mais peut-être qu'ils iront directement en métropole. Je pense à Aix-Marseille notamment, via la diaspora. Et peut-être que dans ce cas-là, la France prendra plus ses responsabilités de ce côté-là. Mais du coup, est-ce que tu penses que vraiment le co-développement, c'est la solution? Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Puis quand tu parles effectivement de cette émigration comorienne à Marseille, il n'y a pas que du négatif hein, dans cette émigration. Oui. Je veux dire, tu as des transferts de revenus très importants qui reviennent aussi au pays par la suite. Hein. Je suis d'accord que le co-développement est très bien au niveau du développement économique. C'est pas la question, mais voir le co-développement comme la solution pour réduire l'immigration, notamment à Mayotte, je suis plus sceptique de ce côté-là. Oui, toujours à ce propos, c'est que le co-développement, il faut aussi des interlocuteurs.
Donc le co-développement, c'est bien joli, mais c'est pas la France qui va recoloniser les Comores. Ça serait très mal vu, je crois, pour faire le développement économique à la place des autorités politiques comoriennes. Donc j'ai lu des propos dans la presse, des tribunes fort informées sur la question, mais on ne peut pas décider à la place des Comores de ce que sera la logique de leur développement économique. Donc là, à mon avis, il y a un obstacle politique majeur, et ce n'est pas la France qui peut prendre ses responsabilités dans cette matière, il me semble que c'est les Comores. Oui, non, mais c'est évident, mais quand on parle de co-développement, on est aussi sur la dimension endogène. C'est un développement qui doit être réalisé par le pays lui-même. L'idée, c'est peut-être d'apporter un peu plus d'aide financière. Oui, mais dans ces cas-là, ça suppose aussi de résoudre peut-être avancer dans la résolution du problème des relations entre les Comores et Mayotte. Peut-être que ça aiderait. Penser au co-développement de l'archipel tout entier, ça aiderait peut-être aussi à pacifier les relations. Je ne suis pas spécialiste de relations internationales, mais... Je ne sais pas si c'est la seule, mais ça ne peut pas desservir en tout cas. Oui. Oui, j'ai une question méthodologique concernant ton indice de développement hybride. D'accord? Donc, je n'ai pas bien compris l'axiomatique qu'il y a dessous, parce que bon, il n'y a peut-être pas le temps de l'exposer, mais par rapport au HDI standard, hein, d'accord, j'arrive pas à avoir le gain. Est-ce qu'il a été construit sur mesure pour Mayotte? Et qu'est-ce que cela implique? Et toujours dans la même question, on sait très bien qu'un pays comme l'Inde a un indice de développement humain qui est catastrophique. Je pense même que son HDI doit être inférieur à celui de Mayotte. Donc cela traduit tout simplement la capacité à redistribuer, ce qui correspond à des politiques publiques qui sont affirmées. Donc sur le fait que les Comores, c'est un département depuis que 5 ans, il est peut-être un peu court de regarder ces politiques de redistribution sur une période aussi courte. Donc ça, c'est mon premier point. Je ne vois pas très bien le gain par rapport au HDI standard. Mais probablement, je n'ai pas lu le papier. Le deuxième point concerne l'éducation. D'accord, parce que l'éducation, je travaille pas mal avec la vice-rectrice de Mayotte sur ces questions. On encaisse, il manque aujourd'hui à Mayotte, du moins à la rentrée scolaire dernière, il manquait 1400 enseignants. Voilà, il est là. Et ces 1400 enseignants, c'est 400 enseignants dans le premier degré et à peu près 1000 un peu plus même un peu plus de 1000 dans le second degré. Et ça, ce sont des choses que l'on peut traiter relativement rapidement, puisque des concours de professeurs des écoles, il y a à peu près, bon, je prends pour celui de la Réunion, il y a 2100 candidats pour 210 lauréats. Donc un taux de rendement qui est très compétitif, d'accord, et qui pourrait permettre, si les collègues acceptent d'aller à Mayotte, de réduire en relativement peu de temps ce gap en termes de présence devant les élèves. Et c'est vrai aussi pour le second degré. Alors, et ma troisième remarque, c'est sur cette histoire de co-développement. Je rappelle quand même qu'une aide financière de n'importe quel pays que ce soit n'implique pas du développement. D'accord. À aucun moment. Il faut autre chose que cela. Ouais, oui. Merci. Non, c'est évident. De l'argent, une enveloppe, ça ne sert pas à grand-chose si effectivement il n'y a pas d'institution capable aussi d'utiliser, d'allouer de manière efficace cet argent. Mais effectivement, les différentes études montrent quand même qu'aujourd'hui, l'aide... Non, je parle des Comores. Je parle des Comores. Et l'aide effectivement de la France ou même internationale n'est pas suffisante pour relever effectivement les défis. Et puis surtout essayer de faire en sorte que les Comores se développent de manière simultanée à Mayotte. Un indicateur important, c'est la qualité des institutions. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui.
Mais bon, il nous faudrait un autre colloque pour discuter de la qualité des institutions. Mais c'est le facteur clé, c'est clair. Non, sur le... Ça résonne, c'est bizarre. Trop près. Sur le... Donc ta question sur l'apport de la nouvelle méthode, en fait, en termes de méthodologie, j'invente rien. Je reprends effectivement ce que le PNUD a proposé dans sa réforme de 2010. Et l'idée, en fait, c'est de dire que quand on pense développement humain, chaque dimension compte. Et quand on raisonne sur la moyenne arithmétique, en fait, on s'aperçoit que certains pays, et là, il y a toute la problématique des politiques publiques qui est derrière, certains pays mettent le paquet sur la dimension économique en délaissant les deux autres. Et il y a un phénomène de compensation qui s'opère et on se retrouve avec un niveau global similaire à celui qui a essayé de développer les trois dimensions simultanément. Oui. Alors, par contre, avec cette moyenne, j'insiste quand même sur la moyenne géométrique, c'est une compensation. Ça évite le phénomène de compensation parfaite, mais il y a quand même de la compensation partielle qui opère. Et c'est pour ça que très souvent, en fait, on distingue, on calcule deux IDH, en fait, hein, un IDH standard et l'IDH non monétaire, où on retient effectivement que les dimensions sociales. Peut-être qu'effectivement, ça serait plus pertinent de raisonner là-dessus.